Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans Leadershift. Dans cet épisode, l'épopée du héros. Nous sommes dans le 3e épisode sur les 4. Nous avons décidé de regarder, basé sur le livre de Christopher Vogler, The Writer's Journey, lui-même basé sur le livre de Joseph Campbell, The Hero with a Thousand Faces. Nous avons décidé de regarder comment est-ce qu'on raconte des histoires, quels sont les trucs, quelles sont les structures pour bien le faire, puisque dans le dernier épisode de la série, le prochain épisode, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons appliquer tous ces concepts, donc épisodes 1, 2 et 3, dans notre vie professionnelle. Donc le voyage, en fait, de Writer's Journey, le voyage est vu comme une épopée classique. Donc, nous avons vu le concept dans l'épisode 1, nous avons vu les 3 actes et les 12 étapes du voyage dans l'épisode 2, et nous sommes maintenant à l'épisode 3, nous allons voir les 8 archétypes de personnages. Quels personnages retrouvons-nous dans les histoires que nous aimons ? Il y a 8 archétypes de personnages que nous allons regarder l'un après l'autre, avec chaque fois une définition et ou une étymologie. Vous savez que j'aime les mots, donc on va faire un peu d'étymologie. Une fonction psychologique, une fonction dramatique, et puis peut-être une remarque pour chacun de ces types de personnages. Alors, les 8, ce sont le héros, le mentor, le gardien du seuil, le héros, le messager, le change-forme, l'ombre, l'allié, le comic trucker. J'utilise et le masculin et le féminin, vous verrez dans la suite, puisqu'il y a des exemples de ces personnages, de ces types dans chacun des sexes. Évidemment, la liste commence. Alors, je ne sais pas. Vogel a écrit son livre avec les personnages dans cet ordre-là. Je ne sais pas pourquoi il a pris cet ordre-là, mais on commence par le héros. Juste avant, peut-être quelques remarques sur ces archétypes. Ce sont des rôles ou des fonctions. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent changer. Vous avez des personnages qui peuvent changer de rôle au cours du film, au cours du livre, mais ils peuvent aussi s'accumuler. On peut avoir plusieurs rôles. Alors, par exemple, si vous prenez Alfred, le majordome de Batman, il est en même temps héros, mentor et allié. Alors, il y a aussi d'autres archétypes que ces 8-là, mais ce sont souvent plutôt des variations sur le même thème. Alors, de nouveau, Alfred, le majordome qui est un sous-archétype. Alfred, c'est un exemple, mais pensez à Sam, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est aussi un exemple de majordome, entre guillemets. D'ailleurs, que Tolkien a voulu comme majordome, comme second, est une variation de l'allié. D'accord ? Alors allons-y, le héros. Alors, intéressant, le héros, l'étymologie du mot héros, c'est de l'indo-européen, ser, qui signifie protéger ou protecteur, et ser est devenu er et era, déesse protectrice par exemple, jusqu'au latin servo, de conserver, servir, garder. Donc, un héros, c'est quelqu'un qui protège et qui sert. To protect and to serve, entre parenthèses, c'est la devise de la police de Los Angeles. Donc, il y a dans cette idée de protéger et servir une idée de sacrifice personnel. Donc, c'est quelqu'un qui met les besoins des autres avant les siens. Et finalement, vous voyez que c'est une bonne définition d'un héros ou d'une héroïne. Le sacrifice personnel. Et d'ailleurs, dans les drames, souvent, le héros meurt, puisqu'il a commis le sacrifice ultime pour le bien de la communauté, de la planète, de l'univers, en fonction des histoires que l'on lit ou qu'on regarde. Le héros, c'est aussi le nom donné par Homère aux hommes d'un courage et d'un mérite supérieur, qui sont favoris des dieux. Donc on voit que le courage est un des attributs essentiels du héros. Et à mon avis, c'est là où, dans l'épisode 4, nous allons pouvoir rattacher ça à notre vie professionnelle. Quand nous manquons de courage, nous pouvons invoquer l'image du héros et nous dire comment est-ce que je prends ce courage, comment est-ce que j'ai ce courage. J'ai trouvé dans le site de la Bibliothèque nationale française un petit extrait que je vais vous lire à propos du mot héros. L'étymologie du mot héros est obscure, mais évoque cette ambivalence du service et du commandement, de celui qui protège et fait la guerre. Le mot grec héros, chef de guerre chez Homère, ou demi-dieu chez Hésiode, est passé au latin classique avec le sens de demi-dieu, carrément, puis d'homme de valeur supérieure.
Il n'entre dans la langue écrite française que vers 1370 pour désigner toujours un demi-dieu, puis un individu qui se distingue par ses exploits ou un courage extraordinaire, particulièrement dans le domaine des armes. À l'époque moderne, la polysémie du terme se renforce avec le sens d'homme digne de l'estime publique et de personnage principal d'une œuvre littéraire vers 1550. Le terme d'héroïne apparaît en 1540 pour désigner une femme d'un grand courage qui fait preuve de force d'âme. Ces définitions, toujours actuelles, sont révélatrices du clivage des sexes organisé autour de cette notion. Au masculin, le héros est lourdement lesté par la bravoure guerrière ou la force de caractère, tandis qu'au féminin, l'héroïne hérite d'une force d'âme à la valeur moins consistante. Donc c'est intéressant, vous voyez déjà qu'en 1540, on parle d'héroïne. Donc le concept est bien plus ancien que les libertés qui ont été accordées aux femmes, que ça soit politique ou professionnelle. Et voilà, donc on voit qu'on a un peu du retard là-dessus, mais que les héroïnes existent depuis relativement longtemps. Alors, quel est le sens psychologique, quelle est la fonction psychologique du héros? Alors, vous savez que ces archétypes sont tirés des archétypes de Jung, et que Jung lui-même, d'abord disciple, puis je dirais rival de Freud. Donc le héros, c'est l'ego de Freud. C'est celui qui se sépare de sa mère en particulier et trouve son propre chemin. Vous voyez qu'on retrouve dans cette idée de chemin l'idée de voyage, le voyage du héros, l'épopée du héros. Donc le héros, c'est l'ego, c'est ce qui fait moi, ce qui me distingue, ce qui me sépare des autres. Quelle est la fonction dramatique du héros? Alors il y en a plusieurs. L'identification avec l'audience. Le public doit pouvoir s'identifier avec le héros. Ce qui n'est pas toujours facile au début. Une autre fonction, c'est la croissance, la transformation, l'action, le sacrifice. Et souvent la confrontation avec la mort, avec toutes les formes de mort, physique et ou mentale et ou morale d'ailleurs. Donc les héros, c'est le centre de l'histoire, ou l'héroïne, c'est le personnage que l'on va suivre avec le plus d'attention finalement au cours de son périple. Remarquez qu'un héros, on l'a vu avant dans la définition, on les fabrique, il y a une espèce de statut social du héros. D'ailleurs, on les montre souvent à la fin des films. Souvenez-vous de la célébration à la fin de Star Wars, enfin à la fin du numéro 6, cette espèce de grande célébration avec des drapeaux. Souvenez-vous du Seigneur des Anneaux, à la fin du 3e volet, quand il y a le mariage d'Arwen et d'Aragorn, quand tout le monde est sur cette belle plateforme. Donc, on les fabrique, ils sont reconnus. Le héros, c'est le courage qu'il a montré, finalement, lui donne un certain statut social. Ça, c'est pour le héros. Deuxième archétype, le mentor. Alors, le mentor, on en a déjà entendu parler lors d'un précédent épisode. L'étymologie du mot, vous vous souvenez, c'est un personnage d'Homère qui est précepteur de Télémaque, fils d'Ulysse, et donc précepteur, donc finalement conseiller expérimenté, attentif et sage, auquel on fait confiance. Le mentor est rarement un traître. D'ailleurs, je serais heureux de savoir si vous avez des exemples de mentors qui tournent leur veste, qui sont des mentors change-forme. On verra le change-forme tout de suite. Et donc, il enseigne, le mentor, et il donne au héros ce dont il a besoin pour faire son chemin. Ce qui est intéressant, c'est que l'attribut essentiel du mentor, c'est la sagesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la base de l'histoire de Télémaque et d'Ulysse, Mentor, c'est en fait Athéna, la déesse de la sagesse, qui prend forme humaine pour ramener Ulysse de ses voyages. Pourquoi ? Parce qu'elle l'aime bien, et puis qu'elle n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc en fait, elle veut aussi aider la famille et son fils Télémaque. Donc le mentor, c'est la concrétisation, l'incarnation de la sagesse. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, entre parenthèses, enthousiaste vient du grec théos, qui veut dire inspiré des dieux. Donc le mentor est enthousiaste, il est sage et enthousiaste. La fonction psychologique du mentor, c'est le soi, toujours selon Freud. Donc c'est la partie divine de notre personnalité, la partie qui représente le meilleur de nous-mêmes, nos plus belles aspirations, c'est notre modèle. Fonction dramatique, alors évidemment l'enseignement, on peut penser à Obi-Wan pour Star Wars ou Miyagi dans le Karate Kid. C'est aussi le mentor qui donne des cadeaux, qui donne des armes, qui donne des pratiques. On peut penser de nouveau à Karate Kid avec le fameux wax on, wax off. Vous savez, quand le Karate Kid passe des jours et des jours à bichonner des voitures en faisant des cercles avec la main gauche et des cercles avec la main droite,
pour finalement s'apercevoir qu'il a appris le karaté. Galadriel, typiquement, est un mentor dans Le Seigneur des Anneaux. Elle donne toute une série de cadeaux, dont la fameuse lumière à Sam. Donc, ce sont des cadeaux qui se révèlent pas forcément utiles tout de suite, mais qui plus tard dans l'histoire vont être d'une utilité critique pour la suite de l'histoire. On peut aussi donner comme fonction dramatique au mentor la conscience, Geppetto dans Pinocchio, ou l'inventeur, la personne, le mentor qui va inventer un outil, un gadget. On peut penser à Retour vers le futur avec, j'ai oublié son nom, le professeur, et puis Q dans James Bond, qui est aussi une forme de mentor. L'avantage de l'archétype mentor, c'est qu'il est très flexible. On peut lui faire jouer beaucoup de rôles différents, enseignant, conscience, inventeur, et donc il est présent dans beaucoup des histoires que vous pouvez lire ou voir. Voilà pour le mentor. Le prochain, le gardien du seuil, the threshold guardian. Le gardien du seuil représente, définition, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve symbolisée par un personnage qui valide le statut du héros et lui permet de passer à l'étape suivante de son épopée. C'est pour ça qu'on l'appelle le gardien du seuil, c'est comme un seuil de porte. Avant de passer la porte, il faut passer le seuil. Enfin, pour ouvrir la porte, il faut passer le seuil, et pour entrer dans la pièce, pour entrer dans l'étape suivante. Donc c'est une série d'épreuves, et il y a souvent, dans les films en particulier, ou dans les livres, plusieurs gardiens du seuil. Il peut aussi y avoir plusieurs combats avec le même gardien du seuil, mais avec dans des occasions différentes. Souvent, le gardien du seuil peut être un lieutenant du grand méchant. La fonction psychologique du gardien du seuil, selon Freud, c'est la névrose. Selon Freud, c'est ce qui nous retient en arrière. C'est ce que nous devons dépasser pour avancer, pour progresser, donc nos attaches, nos blessures. Donc les gardiens du seuil peuvent aussi refléter un défaut du héros. On peut penser à... d'ailleurs, on pourrait voir la Bible comme une histoire, on pourrait essayer d'appliquer à certaines histoires de la Bible la structure de Vogler. Et par exemple, quand le diable tente Jésus pendant 40 jours dans le désert, il le tente avec quoi ? Il le tente avec le pouvoir, qui pourrait être finalement une faiblesse de Jésus, fils de Dieu, vous imaginez le pouvoir. Donc, les gardiens du seuil vont souvent vous tenter ou vous essayer de vous battre avec un de vos défauts. La fonction dramatique, elle est simple, c'est le test. C'est la progression par l'action. Donc vous voyez que là où le mentor entraîne, le gardien du seuil, lui, il valide, il certifie. C'est une fonction très importante pour montrer au public la progression du héros, les différentes étapes qu'il a traversées, qu'il a passées pour arriver au bout de son histoire. Voilà pour le gardien du seuil. Archétype suivant, le héros. Le héros, AUT, donc le messager. J'utiliserai le mot de messager histoire de ne pas confondre maintenant. L'étymologie est intéressante. Ça vient de Hiro, H-Y-R-A-U-T, en ancien français, qui lui-même vient de l'ancien bas vieux francique, je ne l'invente pas, Herivald, qui est une forme infléchie de Arivald, qui veut dire chef d'armée, composé de Hari, armée, et de Vald, qui règne. Donc en fait, le héros, à la base, c'est un chef de guerre. Ensuite, on l'a transformé en officier, et ensuite, on l'a transformé en officier qui annonce les nouvelles, les défis, les batailles. C'est donc un messager officiel. On pourrait penser à Mercure, le messager ailé dans la mythologie latine. Oui, c'est Hermès chez les Grecs. Ou le contraire, je sais plus. Le messager, sa fonction psychologique, c'est l'appel au changement. Sa fonction dramatique, c'est la motivation. C'est souvent le messager qui va amener l'histoire, qui va amener le maintenant, il faut commencer à faire quelque chose pour soit sauver le monde ordinaire, soit entrer dans le monde extraordinaire. Donc, M, dans James Bond, typique, R2D2 dans Star Wars, voire Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf qui explique à Frodon pourquoi est-ce qu'il doit aller à Foncombe. Voilà pour le héros. Le change-forme. La définition du change-forme, c'est un personnage qui change de forme, qui est difficile à saisir, qui est mouvant, qui est ambigu, et qui est d'ailleurs souvent du sexe opposé au héros. On peut penser dans La poursuite du diamant vert, un vieux film des années 80 que j'aimais beaucoup, on peut penser à Michael Douglas, qui joue l'opposé de Kathleen Turner, et qui est un peu un change-forme. On ne sait pas jusqu'à la fin du film si il va la trahir ou pas. On peut aussi penser à Gollum,
qui est un change-forme tout à fait typique, puisqu'il est même joué à un moment donné. Une des scènes célèbres du film, c'est quand Gollum et Sméagol prennent peu à peu prennent l'un et l'autre possession du corps du personnage pour exprimer les deux facettes de sa personnalité. Donc on a le change-forme vraiment dans toute sa splendeur. La méchante reine dans Blanche-Neige est aussi un change-forme, puisqu'au début, elle semble gentille. Alors on la voit avec son physique. On pense aussi à la vieille des 101 Dalmatiens, qui semble être gentille, mais quelque part son physique la trahit. Mais le héros, lui, pense que c'est une alliée. Donc le change-forme peut alors lui, par contre, être perçu comme un allié ou comme un ennemi en fonction de la position dans l'histoire. Il y a un sous-type du change-forme qui est très connu, qui est la femme fatale. On peut penser à Ève dans la Bible ou dans Sharon Stone dans Basic Instinct. La fonction psychologique, en fait, du change-forme, c'est d'exprimer l'autre côté des qualités du sexe opposé. Finalement, si je suis un héros féminin, le change-forme va montrer mes qualités masculines. D'accord ? Et ça prend souvent la forme de rêve ou de fantaisie ou de fantasme. Et voyez que la fonction, du coup, c'est d'introduire le doute, voir le suspense dans l'histoire. Puisqu'on ne sait pas, change-forme, si c'est un allié, un ennemi, à quoi est-ce que ce personnage va servir. D'ailleurs, le héros peut être forcé à devenir un change-forme, à se déguiser pour poursuivre sa mission. Vous pensez à Whoopi Goldberg dans Sister Act, qui devient une sœur, alors que c'est plutôt une danseuse de cabaret. Voilà pour le change-forme. Donc, change-forme qui a un rôle vraiment critique et qui peut donner toute une saveur à l'histoire. L'ombre. Alors, l'ombre, c'est l'énergie du côté obscur de la force, on dirait dans Star Wars. C'est la souffrance, c'est le mal, qui prend la forme du grand méchant, du méchant, de l'ennemi. Mais c'est plus, l'ombre, c'est vraiment le concept, c'est ce contre quoi nous nous battons en tant que héros. L'ombre, c'est le danger existentiel. Ce qui est très intéressant, c'est que pour reprendre le Seigneur des Anneaux, vous voyez que l'œil de Sauron ne prend jamais forme. Alors il envoie ce qu'on avait appelé des ennemis, mais ce n'est jamais l'ombre elle-même. Un bon et un vrai méchant peut être humain, voire vulnérable. Et c'est une tendance que vous aurez peut-être remarqué ces derniers temps dans les films ou dans les séries. Le vilain, le méchant a une raison pour être qui il est. Par exemple, le dernier Joker, qui est d'ailleurs, je crois que l'acteur a gagné un Oscar pour son rôle de Joker. Il y a aussi un des films avec les Avengers où on essaie de comprendre pourquoi est-ce que il a une tronche bizarre, toute carrée, j'ai oublié son nom. Pourquoi est-ce qu'il est devenu qui il est ? Il y a aussi un des James Bond où on voit le héros, le vilain, le grand méchant, souffrir et ensuite vouloir se venger. Donc, on a tendance à faire des vilains, des héros qui deviennent très très humains finalement. Pourquoi ? Pour rendre le combat encore plus difficile, puisqu'on va devoir défaire quelqu'un qui a aussi des qualités humaines comme nous, héros. Voilà pour l'ombre. Alors, l'allié, personnage qu'on aime beaucoup dans les histoires, du latin alligare, attaché. C'est quelqu'un qui nous est attaché dans l'histoire, et donc c'est l'aide, le compagnon, la ressource, le partenaire, le confident, l'ami. La fonction psychologique de l'allié, c'est la partie cachée de notre personnalité, nos capacités non révélées. C'est ce que nous ne savons pas forcément de nous-mêmes, que l'histoire et les gardiens du seuil en particulier vont révéler. Donc c'est une partie cachée de notre personnalité, mais qui est concrétisée, qui est incarnée par un personnage dans l'histoire. La fonction dramatique de l'allié, c'est de rendre le héros plus humain, plus accessible, et alors surtout de faire avancer l'histoire, de faire aussi découvrir le monde avec les yeux du public. Vous aurez souvent un allié qui va expliquer au héros quelque chose que nous, public, nous ne savons pas non plus. Typiquement, dans les films de science-fiction, souvent un allié, c'est un scientifique qui va vous expliquer le voyage dans le temps ou que sais-je. L'allié, le rôle, la fonction de l'allié peut être joué par une équipe d'alliés ou par une succession d'alliés, les uns derrière les autres. Remarquez, il peut être aussi animal ou en tout cas non humain. Par exemple, vous pourriez me dire, mais dans l'agence Tourisque, vieille série des années 80, je montre encore mon âge, qui est le héros ? Le héros, finalement, ce sont presque tous des alliés. Alors on pourrait dire que c'est Hannibal le héros, mais et d'ailleurs, vous pourriez retrouver certains des archétypes dans l'agence Tourisque de ceux que nous avons vus.
Donc, l'allié, c'est la personne qui va aider le héros à réussir son voyage. Et alors, il est souvent sacrifié, dans les histoires modernes en particulier. Beaucoup d'alliés meurent pour alors simplement ajouter un contexte émotionnel fort à l'histoire. Et enfin, le dernier de la liste, mais qui n'est pas le moindre, c'est le comic trucker, le trickster en anglais, qui alors lui, c'est l'énergie des bêtises, des sottises, des gags, de l'humour, l'énergie du chaos. Alors il y en a plusieurs, Bugs Bunny en est un, Jack Sparrow en est un aussi, Tyrion Lannister est un trickster dans Game of Thrones, Loki est en fait le roi des truqueurs. Alors, il n'est pas tout à fait démontré comme ça, ou montré comme ça dans Avengers, je pense que c'est dommage, puisqu'en fait, Loki peut être certaines fois tout à fait bon et gentil, et certaines fois tout à fait méchant. C'est en fait c'est vraiment le personnage chaotique par essence, c'est l'énergie du chaos, Loki. En parenthèse, on revient à l'agence Tourisque, notre aviateur favori, dont je viens d'oublier le nom, est un comic trucker. La fonction psychologique du comic trucker, c'est de représenter le chaos, le changement, et du coup de nous ramener à la réalité avec « Ah oui, c'est pas parce que je suis devenu héros que je flotte et qu'il n'y a aucun problème ». Le héros, il a des contacts avec les réalités qui peuvent être soit provoqués par des événements chaotiques, soit par des gags, des gags de comiques troupiers, des choses tout à fait ridicules, mais qui nous font rire et qui nous ramènent à la réalité. La fonction dramatique, simple, le rire, la détente, mais aussi une espèce d'égaliseur finalement. Vous voyez qu'on peut, avec l'humour, on peut limer les égos surdimensionnés. On peut aussi aider les personnages qui ont de la peine dans l'histoire à remonter, à obtenir un autre statut. Finalement, le comic trucker, c'est provoquer le changement. C'est vraiment faire avancer l'histoire, c'est un catalyseur. Voilà, nous avons vu les 8 personnages, donc le héros, qui est le centre de l'histoire, le mentor, qui va lui donner les ressources dont il a besoin, le gardien ou les gardiens du seuil, qui vont le tester avant le test final, le héros ou le messager, qui va lui annoncer qu'il doit se mettre en route, le change-forme, qui va introduire un élément de doute et de suspense, l'ombre, dont la manifestation visible sera le grand test pour le héros, l'allié, qui, comme le mentor, va aider, mais de manière très concrète, très pragmatique, le héros. Et puis le comic trucker, qui peut jouer plusieurs rôles, mais dont le rôle principal est le chaos et l'improbable. Nous avons nos héros, nous avons nos étapes. Voyons dans le prochain épisode comment est-ce que tout cela peut nous aider à raconter des histoires, pas n'importe quelles histoires, dans notre vie professionnelle. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.